C'est parti là. Bonjour à tous les participants à ce webinaire sur l'Internet des objets qui s'appelle Promesses et réalités et dont la première partie est applications et services. Alors pourquoi promesses et réalités? Vous devinez pourquoi, c'est parce que comme tout le monde, on s'attend, certaines études de marché ont fait croire à des croissances exponentielles de l'Internet des objets. Dans la réalité, on n'en est pas là. Je rappelle que c'est un webinaire qui sera suivi d'un autre webinaire le 3 juin consacré aux nouvelles technologies de l'Internet des objets. Donc, on va faire du réseau. Et ce séminaire est organisé par le groupe Réseau et Services de Télécom Paris Alumni et qui est représenté ici d'ailleurs par mon camarade Didier Verhulst qui prépare avec moi, Michel Lévy, les deux webinaires. Et nous, en tant qu'animateur, n'est-ce pas, on interviendra tous les deux au cours de ces deux webinaires. Alors ça, c'est donc une première chose. Bon, comment je change de slide, je ne sais pas. Voilà. Alors, les objectifs, nous voulons approcher le marché d'Internet des objets à partir des applications et des services. Je vous ai parlé du second. Donc, l'objectif pour cette soirée, c'est d'abord actualiser nos compréhensions du marché, puis donner des exemples de cas d'usage qui ont vraiment été mis en place et donner des perspectives sur les nouvelles applications qui pourront apparaître dans les mois et les années qui viennent. Alors après cette courte introduction, je vais rapidement céder la parole à 4 orateurs. Le premier, qui est Basile Verhulst, va vous parler du marché des applications IoT industrielles. Basile se présentera. Puis on parlera d'un exemple de cas d'usage qui est une armoire urbaine connectée qui sera présentée par Karen Deniel. Puis une supervision des engins de chantier présentée par François Jacob, un autre cas d'usage. De l'IoT pour le monde agricole présenté par Guillaume Souler. Ensuite, on a normalement une table ronde qui démarre à 19h30, qui devrait se finir à 20h. On débordera sans doute un petit peu, mais ce n'est pas grave. Pour le fonctionnement du webinaire, donc les participants peuvent poser des questions par écrit uniquement, en utilisant l'outil QR que vous avez sur vos écrans. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Certaines questions peuvent être répondues en direct par l'intervenant à qui la question a été posée. Et nous, en tant qu'animateurs avec Didier, on va regrouper un certain nombre de questions pour les poser aux intervenants pendant la table ronde. Alors évidemment, on va essayer de répondre à un maximum de questions, mais il y aura sans doute plus de questions que le temps qui nous est imparti, et qui est jusqu'à 20h. On pourra déborder un petit peu, mais pas trop. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre participation et je vais céder directement la parole à Basile Verhulst qui va vous faire sa présentation sur le marché de l'Internet des objets industriels. Super, merci, merci Michel. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que tout le monde peut voir ça? Oui, on voit. Super. Nickel. Bon, merci Michel et puis Didier pour l'organisation de ce webinaire. Alors pour moi, donc c'est un honneur de vous montrer aussi mon point de vue sur ce sujet très intéressant. Donc, je me présente. Alors mon nom c'est Basile. J'ai créé une société donc qui s'appelle GSC. Donc on fait du développement informatique, en intelligence artificielle, en software pour entreprises. Et puis on fait aussi du conseil, la stratégie pour des fonds d'investissement. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans l'IoT, c'est que j'ai approché ce sujet du point de vue de l'entrepreneur. Donc, l'année dernière, j'ai voulu créer une startup dans ce domaine et puis j'ai vraiment étudié le sujet pour voir s'il y a des applications et des domaines de croissance, donc vraiment des possibilités avec l'IoT qui ont un fort retour sur investissement. Donc, cette présentation est un peu le résultat de ces recherches et puis j'aimerais les partager avec vous. Voilà. Donc, alors avant que je commence, je vais peut-être vous donner une vue d'ensemble un peu de l'IoT. Alors, les objets connectés, en général, peuvent être
partagé en deux catégories. On a le consommateur. Donc, alors, l'IoT du consommateur, les limites sont un peu plus difficiles à définir. En général, la plupart de l'électronique grand public est connectée à l'Internet. Donc, est-ce qu'on dirait qu'une montre ou une télévision connectée est un objet IoT? Oui, peut-être. Est-ce que l'iPhone est un objet IoT? Bon, c'est à négocier. Alors, ça dépend vraiment de la définition. En tout cas, dans l'IoT du consommateur, les GAFA et surtout Google et Amazon ont une forte dominance. Alors, l'écosystème Alexa, par exemple. Donc, je pense que Karen va pouvoir aussi, donc de gros lot, va peut-être vous montrer un objet connecté, donc consommateur. Je pense que c'est une armoire, donc c'est peut-être consommateur. Plus tard, dans les autres présentations après. Et puis, voilà, alors ça, c'est pour le consommateur. Pour l'industriel, on a en général des catégories, c'est des capteurs en général de température, de choc, de localisation, qui sont utilisés pour augmenter des activités déjà existantes, souvent industrielles. Et puis là, je pense que François de Hibou ou Guillaume avec Arteria va pouvoir vous montrer quelques exemples. Alors, en général, le secteur de l'IoT est en croissance assez forte. En 2021, on a aujourd'hui environ 2,5 milliards d'objets connectés, d'après Ericsson, sur les réseaux publics. La capitalisation du marché est donc, alors là, ça dépend vraiment des études, mais cette étude ici montre qu'on est à 200 milliards de dollars. Donc, les limites sont floues et chaque étude va définir l'IoT d'une manière un peu différente. Mais ce qu'on peut dire pour sûr, c'est que on a des. Alors, la connectivité et les dispositifs sont les maillons les plus petits de la chaîne de valeur. Donc, les services et la software prennent une grande partie de la chaîne de valeur. Alors, les raisons sont assez simples. La connectivité est souvent banalisée. Et puis, la compétition en hardware est assez forte. Et puis, en service, on a alors, les software et services, par là, j'entends vraiment les plateformes de gestion, de traitement de données, les traitements des données qui viennent de ces capteurs IoT. Et puis là, il y a beaucoup d'expertise domaine, bien sûr, qui sont très liées à l'application qui rentrent en jeu, d'où la forte valeur ajoutée. Alors, je dirais aussi là-dessus que, par exemple, les opérateurs, les opérateurs vont essayer de monter dans la chaîne de valeur et prendre une de ces parties de la gestion des données, justement. Donc, par exemple, Bouygues Telecom, avec Obgenius ou Orange, tous offrent des plateformes de gestion des objets connectés, pour prendre un peu cette partie de la valeur. En répartition générale, alors ici, mon intention, c'est un peu de vous montrer quelle est donc les grandes catégories de l'IoT et surtout leur croissance et leur répartition. Alors, c'est une étude sur 1400 projets et l'évolution est sur 2 ans. Donc, c'est fait en 2020 et puis voilà, donc le ranking plus ou moins donc, des catégories. Alors, en premier, on a la fabrique connectée, c'est la Smart Factory qui inclut un peu tous les systèmes de gestion de PLC à distance, par exemple, surveillance de l'atelier de production à l'intérieur de fabrique. J'en parlerai plus dans le prochain slide. En deuxième, on a beaucoup d'objets donc de voitures connectées et de trackers de télématique notamment. Donc tout ça, ça rentre dans la catégorie de transport. Donc les objets, bon, la voiture connectée, Tesla a commencé avec son modèle S en 2012 et puis c'est suivi par les autres constructeurs. Donc ça, c'est une grande partie des applications IoT. Je parle ici d'IoT industriels en général. Donc on ne parle pas des IoT de consommateurs qui ne sont pas inclus dans cette étude ici. Consommateurs comme les objets, les montres connectées, les frigos connectés, etc. Donc en troisième, ici dans l'IoT, on a donc l'énergie. Donc ça, c'est les capteurs utilisés pour l'optimisation du réseau de distribution, surveillance et gestion des actifs, par exemple, à distance, ainsi que la maintenance prédictive. Donc voilà, donc ça, c'est un peu une vue d'ensemble. Pour illustrer un peu plus concrètement à quoi ressemblent ces capteurs, donc dans ces différentes catégories, les capteurs les plus utilisés aujourd'hui et répandus sont donc
peuvent être mis dans ces catégories-là. Alors, il y en a beaucoup plus, bien sûr, ce ne sont que des exemples. Mais je vais vous donner juste un ordre de grandeur, plus ou moins. Dans le monde, on a environ un demi-milliard de capteurs industriels. Donc ça, en général, ils sont en Wi-Fi ou en LoRa. Donc c'est des capteurs de température, de choc, d'orientation. Et puis voilà, ils sont développés par Siemens, Rockwell. Alors il y a aussi Microsoft et Amazon qui jouent un rôle dans le software là-dedans. On a aussi des trackers de télématique. Donc là, ils sont beaucoup en 2G et puis aussi en 4G. Puis on a ici, alors ces trackers, ils sont utilisés pour les flottes connectées. Donc, on connecte ce capteur à une voiture et puis ça permet de lire le niveau de carburant et donner un feedback, par exemple, sur la conduite des opérateurs de la flotte. Et ils sont aussi utilisés pour des raisons d'assurance. Et puis enfin, on a donc les balises de localisation qui sont aussi souvent en 2G et de plus en plus en NB-IoT et peut-être aussi en connectivité par satellite avec des nouvelles constellations IoT qui permettent de localiser des parcelles ou quelques éléments dans la supply chain. Et enfin, on a des compteurs intelligents. Donc ça, il y en a beaucoup qui sont déployés par des centaines de milliers. Ils sont voilà, il y a par exemple une boîte donc ça, qui permet de connecter par exemple un lecteur de l'eau ou de gaz ou d'électricité sans fil. Donc là, une boîte française, par exemple, qui s'appelle Unabiz, a développé, est en train de déployer presque 1 million de capteurs au Japon pour lire des compteurs de gaz. Donc, un dernier mot aussi rapidement peut-être sur la 5G. Alors, la 5G est en cours de déploiement, donc les applications qui sont vraiment possibles avec la 5G, la IoT 5G seront surtout celles de latence très faible et de haute bande passante. Pardon. Et du coup, alors là, on a des voitures connectées avec des réactions au trafic et mouvements instantanés qui deviennent possibles, ainsi que des applications de chirurgie à distance, par exemple. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là sur toute la 5G. Comme vous le savez, en France, on aime bien faire la politique, mais du coup, on prend un peu de retard sur le déploiement de l'infrastructure. Donc là, il y en aura encore pour quelques années avant vraiment l'application à l'échelle de ces cas d'usage. Mais je vais finir ma présentation sur aussi une petite... alors, c'est une étude qui a été faite l'année dernière, qui est très intéressante, qui parle de l'étape de la réalisation des projets IoT industriels en France. Alors, Media Dell'Arte, c'est ceux qui ont fait l'étude, ont interrogé plusieurs centaines d'industriels et leur ont demandé où en sont-ils dans la réalisation du projet. Donc, dans la plupart des cas, vous verrez ici, le projet IoT est encore en phase d'élaboration ou de prototype et ne sont pas encore passés à l'échelle. Donc là, on a une minorité de projets qui sont passés en production. Et puis la raison donc, qui explique ce manque de maturité dans beaucoup de projets IoT sont les suivantes. Alors, je les ai listées ici. Principalement, il s'agit surtout de problèmes de fragmentation de la technologie et des applications. Alors, en fait, les industriels ne savent pas aujourd'hui, ils ne savent pas sur quel protocole parier. En fait, il y a beaucoup de technologies différentes. Donc, on a LoRa, NB-IoT, je pense Michel et Didier vont en parler dans la prochaine conférence, dans quelques semaines. Mais les acteurs ne savent pas quoi choisir encore. Il y a beaucoup de standards aussi de sécurité. Et puis finalement, il y a beaucoup de complexité opérationnelle pour développer de la hardware. Donc, il y a des problèmes d'interférence, etc. Alors, bon, tout ça, c'est assez normal, hein, mais ça prend du temps, en fait. Les projets IoT prennent plus de temps que prévu pour être déployés. Et puis, en général aussi, ceux qui ont fait l'étude notaient que beaucoup d'industriels n'étaient pas encore sûrs, n'avaient pas défini un plan de déploiement à long terme et à l'échelle, de passage à l'échelle de ces projets IoT. Donc, en général, pour résumer, on a quand même des gros déploiements donc de cas d'usage que je vous ai montré tout à l'heure avec des trackers, des balises de localisation, etc. Mais il y a beaucoup de cas d'usage très spécialisés qui rendent difficile le passage à l'échelle pour beaucoup des projets IoT.
Alors néanmoins, donc je vous ai montré ici, il y a quelques unicornes quand même, startups qui se sont lancées il y a moins de 10 ans. Alors, il y a notamment par exemple Sigfox, bon, je pense que vous les connaissez, c'est une startup française qui fait, plus qu'une startup maintenant, qui fait des connectivités à faible énergie. Et Samsara aussi qui a développé beaucoup de trackers en télématique aux États-Unis. Donc eux, ils étaient là au bon moment. Et puis quand c'est devenu nécessaire pour eux, donc aux États-Unis, il est devenu nécessaire d'utiliser des trackers télématiques. Donc ça vraiment, ils sont évalués à plus de quelques milliards de dollars. Donc voilà, maintenant, c'est des startups qui ont réussi, mais il y a beaucoup moins de startups, des unicornes dans la hardware IoT qu'en software, bien sûr. Voilà, donc ça pour, voilà, tout ça pour vous donner une vue d'ensemble des applications IoT. N'hésitez pas à m'écrire et à me poser des questions après, je serai ravi d'y répondre. Voilà. Alors, merci Basile, donc c'est moi qui vais enchaîner. À moins que tu veux parler, Michel? Non. Donc, je me présente, Karen Daniel. Donc, moi, ça fait 20 ans que je travaille chez Grelot et j'ai la responsabilité de l'innovation et de projets également. Donc, j'ai travaillé essentiellement sur des projets, beaucoup télécom par le passé, un peu moins maintenant, mais et dans le développement des nouvelles technologies sur nos produits, qui sont essentiellement des armoires. Je partage mon écran, ça sera mieux. Si je me mets là. C'est bon, on voit ton. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, impeccable. Oui, donc Grelot qui fabrique donc des armoires, qui conçoit et fabrique des armoires d'énergie, télécom ou urbaine. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter en fait un cas d'application concret. Pourquoi on s'est lancé nous dans l'IoT et vous allez voir le cas d'usage que j'ai pris pour cette présentation. Donc, en 2018, en fait, on lance le développement d'une gamme d'armoires connectées. Donc, pourquoi? On a appelé G-Connect. Pourquoi, en fait, la problématique client qu'on avait, c'est que les clients nous disaient ouais, on ne sait pas ce qui se passe dans les armoires, on est obligé d'aller les voir. On ne sait pas si la porte est ouverte. Il y a des fois, il y a du vandalisme sur les armoires et donc ça crée un problème de sécurité. Donc, en fait, il faut qu'ils déplacent à chaque fois. Sur certaines applications, ça chauffe de trop, mais on ne sait pas comment ça se comporte à l'intérieur de l'armoire. Donc, on veut connaître la température à l'intérieur de nos armoires. On veut connaître aussi la consommation, parce qu'aujourd'hui, j'ai un gars qui se déplace et qui fait le tour des armoires pour aller faire les relevés de compteurs, pour vérifier que mes factures que je reçois d'Enedis sont correctes par rapport à ce que je consomme. J'aimerais bien également prévoir les pannes. Si je peux les prévoir en avance, j'aurai moins de maintenance à faire. Pouvoir contrôler les accès aux armoires, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de gestion de clés, des passes qui sont données à qui sont redonnées aux autres, et du coup, je ne sais plus qui a les passes, qui a des accès aux armoires, et je ne sais pas qui peut rentrer dans mes armoires aujourd'hui. J'ai un besoin du coup de supervision en temps réel de mon parc d'armoires. Il faut aussi que je puisse faciliter la maintenance. Donc, si je peux voir les défauts à distance, je sais exactement quand je vais sur mes armoires quoi ramener comme pièce de rechange pour aller résoudre le problème. Et puis également, on va maîtriser les interventions extérieures. On va le voir dans le cas d'usage qu'on va étudier, mais aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs entreprises qui interviennent dans les mêmes armoires. Et il y a des fois, on paye des entreprises pour faire de la maintenance et on n'est pas sûr qu'ils les fassent. En fait. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter en fait un cas d'application sur les armoires fibre optique. Aujourd'hui, en fait, on a développé un produit suite à une problématique client qui nous a été remontée. Aujourd'hui, les portes des armoires sont vandalisées. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai des armoires où il manque carrément la porte. Est-ce que c'est du vandalisme gratuit ou est-ce que c'est les intervenants qui viennent raccorder les clients
n'ont pas pu ouvrir l'armoire et qui l'ouvrent parce qu'ils sont payés au raccordement. Donc la question se pose. La problématique dans ces armoires, c'est qu'il y a plusieurs intervenants et sous-traitants qui interviennent dans les armoires. Donc aujourd'hui, je ne sais pas qui est-ce qui a provoqué les différents problèmes. J'ai des lovages de fibres non respectés. Donc là, on peut voir sur la photo, hein, c'était un plat de spaghettis. Quand je viens raccorder un autre client, le problème, c'est que des fois, je déconnecte un autre client. Donc j'ai une interruption de service client. Et ça, ça coûte cher aux opérateurs, clairement. Et puis la problématique également que j'ai, c'est que je n'ai pas d'énergie dans les armoires. Donc en fait, on a développé, nous, une solution d'ouverture intelligente qui permet de contrôler facilement les accès aux armoires, donc savoir donc, qui rentre dans les armoires, de connaître l'état de l'armoire, parce que l'armoire vient du coup donner son état, et puis également de pouvoir faire un état d'exploitation, c'est-à-dire que quand la personne vient intervenir dans l'armoire, puisse faire un rapport, de dire quand je suis arrivé, l'armoire elle était correcte ou elle n'était pas correcte. Donc sur ce sujet-là, on est parti sur le fait que le téléphone devient la clé de l'armoire. Donc les objectifs de cette solution, c'était donc de maîtriser les accès à l'armoire, donc en identifiant les intervenants, en sachant qui est rentré dans l'armoire, et en autorisant ou non l'ouverture de la porte, suivant si vous êtes autorisé ou pas. Donc possibilité de faire un rapport d'intervention ou de signalement, c'est-à-dire un rapport d'intervention de dire j'ai fait ça dans l'armoire et l'armoire était correcte, et quand je suis parti, l'armoire était correcte. Donc je peux faire un signalement, si je rencontre un problème dans l'armoire, je fais un signalement. Connaître également en temps réel l'état de l'armoire avec l'historique. Donc là, c'est-à-dire que l'armoire est communicante. Ce n'est pas seulement le téléphone qui communique, l'armoire aussi est communicante, où on vient récupérer tout ce qui est température, hygrométrie de l'armoire, l'état de la porte, donc si elle est ouverte ou fermée, la détection de choc, parce qu'il y a aussi un souci de vandalisme. Donc s'il y a un choc détecté, on sait instantanément si l'armoire a été choquée. Et puis les infos de l'armoire qui peuvent être utiles autrement pour de la maintenance. S'il y a besoin de changer une porte, on récupère directement les infos de l'armoire. Et puis la possibilité d'être alerté en temps réel, puisqu'en fait la problématique, c'est que il y a des fois les données sont récupérées sur une supervision, mais finalement on n'a aucune alerte qui est faite. Et faut aller voir la supervision pour voir les problèmes. Donc voilà. Donc là on a mis en fait, nous, une solution qui permet en fait de verrouiller la poignée qui permet d'ouvrir la porte à l'aide d'un verrou piloté par un actionneur derrière. Hein. On a une poignée escamotable à ressort pour que quand on est autorisé à l'ouverture, en fait la poignée s'éjecte, comme ça c'est visuel, l'intervenant le voit tout de suite. On a un récepteur NFC ou clavier 4 touches. Alors pourquoi au départ, on n'avait fait qu'une solution NFC, mais en fait, on a vite rencontré un problème, c'est-à-dire que les intervenants n'ont pas tous un téléphone avec NFC. Si même maintenant, on se dit tout le monde a un smartphone avec NFC, ce n'est pas le cas. Et certaines sociétés interdisent également l'activation du NFC. Donc en fait, on a fait aussi une solution avec clavier pour que le code d'ouverture en fait soit envoyé par SMS, donc qu'il soit utilisable par un téléphone basique, où il y a juste besoin d'avoir des SMS actifs. Un contrôleur bien sûr pour contrôler tout ça. Et puis, alors c'est une solution qui marche essentiellement avec une antenne, en bas débit, en LoRa ou Sigfox. On a aussi développé une carte qui marche en Ethernet pour les armoires qui ont de l'énergie, ce qui n'est pas le cas des armoires fibre optique, où là le système marche sur batterie. Un capteur de port pour savoir l'ouverture, et puis bien sûr le développement d'une supervision pour pouvoir récupérer toutes ces infos. Au niveau du bas débit, en fait, pourquoi le choix du bas débit? Aujourd'hui, les armoires sont pas, il n'y a pas d'énergie, donc il fallait une solution qui soit sobre en énergie, où l'on puisse, parce que le challenge, c'était aussi de
pouvoir que la batterie dure 5 ans avec une moyenne d'ouverture de porte de 4 ouvertures portes par jour. Voilà. Donc, si je vous présente la solution, hein, aujourd'hui, on a développé une application sur le téléphone qui, donc l'intervenant est au préalable renseigné sur une supervision avec ses droits d'accès aux armoires sélectionnées. En fait, l'intervenant vient s'identifier sur l'application, vient taguer l'antenne NFC sur l'armoire. S'il est autorisé, l'armoire s'ouvre. Et en fait, l'armoire, du coup, renvoie l'information de qui est entré, à quelle heure, quand. Et l'intervenant a la possibilité également sur l'application de faire un rapport. Avant, après, on va le voir un peu plus en détail par la suite. Et la solution avec SMS, donc avec un téléphone un peu plus basique, ça reste identique, sauf qu'au lieu d'aller taguer l'antenne NFC pour s'autoriser, en fait, on envoie un SMS avec l'identifiant de l'armoire et en retour, on reçoit un code d'ouverture si on est autorisé à ouvrir. C'est-à-dire que si notre numéro de téléphone est renseigné et autorisé à ouvrir les armoires concernées. Voilà. Sinon, la démarche à suivre est la même. Donc, suite à ça, on a bien sûr une supervision où on peut voir le parc d'armoires et son état de santé, c'est-à-dire que s'il y en a une où il y a une alerte qui est émise, on le voit tout de suite en visuel. On a les informations de l'armoire, donc les différentes données finalement qu'on récupère, les températures, hygrométrie, le niveau de la batterie, parce que voilà, si le niveau de la batterie est faible et qu'il faut la changer, on envoie une alerte pour aller changer la batterie. Et puis toutes les autres informations qu'on vient récupérer à l'armoire. Les historiques d'accès, donc en fait voilà, on sait exactement l'armoire quand elle a été ouverte et également qui l'a ouverte et par quel type d'ouverture, soit par une clé SMS, soit par NFC, ou soit une ouverture sans autorisation. C'est-à-dire que ça, la porte a été ouverte sans autorisation NFC ou SMS. Donc là, c'est soit du vandalisme, soit une ouverture forcée. Bon, voilà, là c'est l'historique de capteur, c'est juste pour vous faire voir rapidement. Niveau température ici, par exemple, on a la même chose pour l'humidité, etc. Donc, voilà. Et la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, de faire des rapports d'intervention. Donc, basiquement, on prend une photo, on met l'état général de l'armoire, si on est content ou pas content, pour que ça soit simple d'utilisation et que le résultat soit exploitable facilement par les opérateurs. Donc, le signalement, pareil, sauf que on a la possibilité de décrire le problème, ce qui n'est pas le cas dans l'état. Voilà, et la chose qui est demandée, c'est d'alerter, en fait. Donc, on a possibilité d'alerter les personnes qu'on souhaite, qui sont nominées, avec plusieurs niveaux d'alerte, en fait. Soit c'est une alerte critique, il faut intervenir tout de suite, soit c'est une alerte plus informative, soit c'est attention, il va falloir intervenir, mais il n'y a pas d'urgence. Voilà. Et les alertes sont communiquées aussi bien soit par mail, soit par SMS, soit par notification. Voilà, c'est au choix du client. Donc là, sur ces solutions-là, aujourd'hui, on est clairement, comme expliqué Basile tout à l'heure, on est en stade de POC, donc on est en place. On a des POC en cours un petit peu partout. On en a à Perpignan, on en a en région parisienne, on en a dans la Sarthe, voilà, où on teste la solution et en espérant le déploiement à plus grande échelle dans les mois à venir.
Donc voilà pour la solution, le cas pratique. Aujourd'hui, par rapport aux problématiques clients, en fait, on répond à toutes les problématiques clients. Après, la difficulté qu'on rencontre et qu'on a rencontrée, hein, c'est finalement l'appropriation de la solution, parce que ça change un peu l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut donner les autorisations. Donc, il faut une personne qui gère les autorisations des accès, qui n'était pas le cas avant. Avant, on donnait une clé et puis la clé, tu la donnes et puis après, tu peux la donner à ton copain si tu veux. Après, tu ne sais plus où c'est géré, quoi. Donc là, l'avantage, c'est que si vous n'êtes pas enregistré dans les personnes autorisées, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Et si vous êtes enregistré, on sait qui est-ce qui est venu ouvrir. Donc, voilà. Donc après, la seule façon de truquer la chose, c'est de prendre le téléphone du copain. Mais on donne moins facilement un téléphone qu'une clé. Voilà. Voilà pour la solution et le cas d'application. Sinon, je voulais juste faire un petit bref, savoir qui est Grelot. Aujourd'hui, tout le monde ne connaît peut-être pas Grelot. J'espère que si, parce qu'on est quand même implanté sur tout ce qui est armoire fibre optique, à plus de la moitié en France, et sur tout ce qui est armoire urbaine, pareil. Donc, si vous ne connaissez pas, regardez dans la rue, vous trouverez nos armoires sur le palier. Donc, voilà. Donc, qui est Grelot, voilà, on est une entreprise française de conception, de fabrication et d'intégration d'armoires d'énergie en aluminium pour les environnements extérieurs. Donc, c'est tout ce qui est armoire fibre optique, armoire urbaine pour tout ce qui est éclairage public, signalisation, etc. Vous envoyez partout dans les rues, regardez autour de vous, vous verrez un petit logo Grelot. Il est facilement reconnaissable. Voilà. Et en 2-3 mots, aujourd'hui, ça fait 70 ans qu'on existe. 34 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça c'était, on va dire, hors Covid. Avec le Covid est passé par là, ça a baissé un peu, faut être honnête. On en joue. Aujourd'hui, il y a 200 collaborateurs. On installe 15 000 armoires par an. Et on a plus de 500 clients. Pourquoi? Parce qu'on a des gros clients comme Orange, site Action, Altitude pour les principaux, Bouygues pour les principaux des télécoms, mais on a aussi toutes les collectivités de France. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Je vais y répondre pendant que mes collègues font leur présentation. Je tâcherai de répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je passe la main, je ne sais plus à qui, si c'est à Guillaume ou à François. C'est à moi, merci Karen. C'est François. Bonjour à tous. Voilà, je te laisse la main. Merci à Michel et Didier de me donner ce temps de parole. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'univers de la construction et de l'IoT industrielle dans cet univers. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui. Donc, on va faire un petit plongeon dans l'univers de la construction. Donc, chez Hibou, en une phrase, notre métier, c'est de collecter, unifier et agir sur les données émises par les engins de construction. Finalement, c'est quoi le constat dans cet univers? Le constat, c'est que dans la construction particulièrement, on parle souvent de méga projets, de chiffre d'affaires très importants et en comparaison de marges assez faibles, que la productivité dans cet univers est l'une des plus basses du secteur industriel et que, en plus de ça, c'est un des secteurs qui a le moins profité de la digitalisation. Si on prend le dernier rapport McKinsey, ils sont avant-derniers devant l'agriculture. Finalement, ils se rendent compte tous, ces acteurs, qu'on parle de Bouygues, de FH, de Vinci ou des grands loueurs en France, que c'est la donnée qui va driver leur performance économique. Et qu'en fait, les acteurs qui seront capables d'utiliser cette donnée, d'en faire quelque chose et de l'exploiter à bon escient vont d'une part être plus compétitifs et d'autre part répondre à des enjeux climatiques quand on voit par exemple que le groupe Vinci a fait signer ses actionnaires sur le plan climat.
Aujourd'hui, le secteur industriel est le secteur qui génère le plus de CO2, en tout cas près de 40% des émissions globales sont générées par l'univers industriel. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait chez Ebou? C'est quoi notre approche? C'est d'aider ces acteurs à prendre ce virage de la digitalisation. Et chez Ebou, on répond à un paradoxe qui est de plus en plus vrai, c'est que depuis une quinzaine d'années, la majorité des engins de construction sont équipés d'une première montre télématique par les constructeurs. Caterpillar, Volvo, Komatsu, tous les grands équipementiers équipent en première monte leurs engins d'une télématique embarquée. En comparaison, quand on demande aux exploitants de ces matériels quel est le niveau d'information qu'ils récupèrent de ces engins connectés, ils ont beaucoup de mal à vous répondre. Il faut demander à un grand acteur de savoir quel est l'inventaire de son parc, il pourra vous répondre. Par contre, quelle est la partie du parc qui est connectée et qu'est-ce qu'il fait de ces données pour consulter les euramètres, la consommation, il n'exploite pas de ces données. Pourquoi? Parce que tous ces acteurs se confrontent au même problème, qui est qu'ils ont une cinquantaine de marques d'engins, ou presque une soixantaine, et que opérationnellement, c'est impossible le lundi matin d'aller consulter la plateforme de Caterpillar pour comprendre l'activité d'une marque, la plateforme de Volvo pour comprendre l'activité de cette marque, et in fine, de comprendre l'activité globale d'une région, d'une business unit, d'un chantier. Donc finalement, chez Ebou, nous, au lieu d'essayer de créer de la donnée au travers de capteurs ou de trackers, on vient récupérer la donnée qui existe. Et on essaie de le faire facilement. C'est-à-dire que chez Ebou, en quelques minutes, vous pouvez récolter l'intégralité des données qui vous appartiennent au même endroit. Donc, par exemple, on a un catalogue de sources de données, on a plus de 55 sources de données, et quand nos clients se connectent pour la première fois sur Ebou, ils ont un catalogue de sources avec la liste des marques qu'ils utilisent, et leur seule action, finalement, c'est de remplir leurs identifiants de connexion, login et mot de passe de chacune des marques, et en une minute, ils ont une plateforme qui est opérationnelle. Donc, c'est bien beau de collecter les données, mais finalement, qu'est-ce qu'on va en faire de ces données? Eh bien, la valeur ajoutée, en tout cas la difficulté, c'est de mettre ces données en musique. Je vais vous prendre quelques exemples très simples. Et souvent, un exemple qui parle beaucoup, c'est le taux de ralenti. Aujourd'hui, le taux de ralenti est un problème majeur dans l'IA de la construction depuis des dizaines d'années. Qu'est-ce que c'est le taux de ralenti? C'est le nombre d'heures qu'une machine a été allumée sans être productive, sans transporter, sans creuser, sur le nombre d'heures totales où le moteur a été allumé. En 2019, le ralenti moyen de Caterpillar, dans son dernier rapport, c'est 40% ralenti en Europe. Vous avez trois conséquences très fortes sur le taux de ralenti. La première, évidemment, c'est que vous gaspillez du fuel. Et aujourd'hui, il y a des enjeux fiscaux importants puisque l'exécutif est en train de supprimer les réductions fiscales sur le GNR. Donc, le prix du gasoil non routier, en l'occurrence le diesel, va doubler d'ici la fin de l'année prochaine. Vous émettez du CO2 et tous les grands groupes se mettent des objectifs de réduction de CO2 drastiques pour les 5 prochaines années. Et enfin, vous réduisez artificiellement la durée de vie de votre machine puisqu'elle est vendue en général pour 10 000 heures. Donc, si on prend juste le ralenti, juste cette donnée-là, eh ben, réduire de 1 heure par jour le ralenti de vos engins sur 220 jours ouvrés, ça vous fait économiser en moyenne 10 000 euros par actif et ça équivaut à sortir 2 véhicules légers du parc français. Donc, les enjeux sont considérables et on ne parle que d'une machine. Donc, quand vous avez un parc comme FH qui a presque 10 000 machines, on parle d'un impact de PNL de 100 millions d'euros juste sur la donnée du ralenti. Et enfin, notre positionnement chez Ebou, c'est d'être au cœur de l'écosystème sans pour être autant les gardiens du temps de cette donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, on est au centre de l'écosystème parce qu'on vient collecter des données qui existent, en l'occurrence des équipementiers, mais aussi des télématiciens, donc Caterpillar, Liebherr, Volvo. Mais une fois que cette donnée est traitée et normalisée, on va la pousser là où elle a du sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ebou ne sera jamais un ERP. En revanche, nos clients utilisent Salesforce ou SAP. Donc, on va aller pousser ces données normalisées au sein d'applicatifs existants, ou comme Infor, par exemple, qui est un logiciel de gestion de maintenance. Donc, en quelques mots, dans nos 3 piliers, on a ce premier pilier qui est collecter la donnée qui existe déjà. On a différentes typologies de sources de données. On a les équipementiers, on a les solutions télématiques qui ont été installées en seconde monte après la sortie d'usine. On a les camions connectés. Et enfin, on a plus globalement l'IoT industriel, c'est-à-dire tous les objets qui ont déjà été déployés par nos clients sur Sigfox ou sur LoRa. Notre valeur ajoutée, finalement, le cœur du réacteur, c'est d'unifier et de structurer cette donnée. Alors, ça paraît simple comme ça. Effectivement, collecter la donnée, c'est facile. Par contre, unifier cette donnée
par exemple, gérer chez Caterpillar 3 ou 4 API différentes pour un même actif, ça demande une technicité qui est assez délicate à obtenir. Et enfin, on pousse la donnée là où elle a fait sens pour l'utilisateur final. On la pousse dans SAP, on la pousse dans Infor, dans Microsoft Azure. On met à disposition une API pour les équipes de data scientists qui peuvent jouer les données comme ils le souhaitent. Et enfin, on a une plateforme de pilotage où nos clients peuvent consulter le taux de ralenti du parc, le taux de ralenti des bulldozers, le taux de ralenti d'une marque, d'un chantier ou même d'un pays. Quelques use cases. Chez Hibou, finalement, on a 4 grandes catégories d'acteurs, en tout cas de clients. On a les exploitants de matériel, FH, Vinci, Bouygues. Eux, leur objectif, ça va être d'améliorer leur PNL en réduisant leurs coûts, en diminuant les coûts. Par exemple, en agissant sur le taux de ralenti. On a parlé tout à l'heure, juste au ralenti permet d'économiser presque 10 000 € par an et par machine. On a l'industrie du waste. Dans le waste, ils souhaitent piloter leurs émissions de CO2, optimiser le trajet des camions et avoir une piste d'audit sur les matériaux qui ont été transportés grâce à Hibou. Dans l'univers du rental, de la location, c'est le contre-pied finalement des exploitants. Eux, ils veulent optimiser leur facturation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils savent très bien que la plupart de leurs clients surutilisent le matériel le soir et le week-end, mais ils n'ont aucun moyen de le savoir. Grâce à Hibou, quand on pousse dans les ERP de nos clients de la location les horamètres des machines, on va pouvoir identifier automatiquement les clients qui sont au-delà des heures contractuelles. Et enfin, on a une dernière typologie d'actifs qui est un peu plus spécifique, qui sont les miniers. Donc, dans l'univers de la carrière, ce qui est crucial, c'est de pouvoir piloter la productivité d'une carrière ou d'une mine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer, avec de la récupération très haute fréquence des points GPS, le temps que va passer ces gros engins de mine entre le moment où il est chargé, qui transporte ses gravats ou sa matière première, et qui va la décharger. Et comme c'est des engins qui font presque 60 litres à l'heure, qui tournent en 3/8, si vous pouvez économiser quelques minutes par temps de cycle et par engin, à la fin de l'année, c'est des millions d'euros d'économie. Il y a évidemment un impact très fort et la solution Hibou, elle l'a prouvé notamment avec notre client, un de nos premiers gros clients qui s'appelle NGE, qui a été le premier à croire en notre solution. Et eux, qui étaient déjà très bons sur ce sujet de taux de ralenti, ils ont réussi à passer leur taux de ralenti moyen de 32% à 26% en moins de 6 mois. Donc, impact de CO2 phénoménal sur la flotte et évidemment, économie d'échelle à la clé. Quelques mots sur notre univers et nos clients. Aujourd'hui, on travaille avec les grands groupes de la construction, NGE, FH, Vinci, les miniers, on en a parlé tout à l'heure, des grands acteurs de location comme Enco qui loue du matériel à tous les exploitants que je viens de citer. Et on travaille aussi un petit peu à l'étranger, notamment sur le projet Baylor, où on pilote les engins de construction du chantier qui est en construction de 2 EPR au Royaume-Uni. On a un peu plus de 15 000 machines réparties sur 50 pays dans le monde dont on récupère les données. Ça représente un volume de un peu plus de 3 millions de messages par mois. Et en équivalent, on traite à peu près 5 millions de données de litres de carburant par mois également. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur Hibou. Et si vous n'avez pas de questions, je passerai la main à mon collègue Guillaume. Merci François. Je vais présenter aussi une petite présentation. Donc, pour ma part, je vais vous parler un petit peu plus d'IoT agricole. Donc, je suis Guillaume Soler, je dirige la BU Internet des objets chez Arteria. Arteria, c'est une filiale de RTE, Télécom et ensemblier IoT spécialisée dans les zones moins denses, ce qui explique un petit peu notre positionnement sur le monde agricole, mais aussi sur les collectivités locales. Donc, rentrons dans le vif du sujet et parlons un petit peu des spécificités de l'IoT pour l'agriculture. Alors, l'agriculture, c'est un monde très vaste, donc je vais essayer de dresser un petit peu un petit panorama de l'IoT. Ce sera forcément lacunaire et je passerai assez rapidement sur certains cas d'usage, mais si vous voulez revenir après en question sur certains cas d'usage plus précisément, n'hésitez pas. Ouais, que tu passes en plein écran, là, ça serait peut-être mieux. Alors, je suis pas en plein écran, là. On voit 2 planches à la fois, là. D'accord. Ah, ça, pas forcément très clair. C'est parce que j'ai 2 écrans. Ah, c'est pour ça. On voit la planche et la suivante en même temps. Comme ça, ce sera plus simple.
Est-ce que comme ça, c'est bon? Ouais, c'est mieux, on n'en voit qu'une. Très bien. Parfait. Alors, le premier sujet, j'ai vu qu'il y avait eu des questions sur la connectivité. Donc, nous, on est avant tout un opérateur télécom, donc on peut en parler assez facilement. La connectivité, nous, on se base sur du LoRa. Et typiquement, quand on parle connectivité et zones rurales, on parle souvent de zones blanches. Alors, sur des technologies bas débit, que ce soit du LoRa ou du Sigfox, il y a quand même une couverture pas trop mauvaise en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et puisque, si je prends l'opérateur avec lequel nous, on est adossé, c'est 86% du territoire. Alors, il faut nuancer un petit peu plus ce constat, puisque 86% du territoire, quand c'est annoncé, on parle de couverture outdoor, de couverture en extérieur. C'est une couverture théorique, a priori à 1,50 m de hauteur, parce que c'est comme ça qu'on simule. Et ce qui veut dire plusieurs choses, c'est que quand vous avez des cas d'usage à l'intérieur, notamment dans des bâtiments ou dans des armoires connectées, potentiellement, ce n'est pas suffisant la couverture outdoor. Deuxièmement, sur une technologie comme le LoRa, plus on est proche d'une antenne et plus on peut communiquer rapidement, c'est ce qu'on appelle le SF, le spreading factor, et ce qui nous permet d'économiser la batterie. En zone rurale, on est souvent au maximum sur des vitesses de transmission qui sont très lentes et qui consomment un petit peu plus de batterie, mais ce qui permet de faire déjà pas mal de choses. Autre chose aussi, il y a moins de redondance spatiale sur les différentes gateways en zone rurale. Mais on arrive quand même à faire pas mal de choses. La spécificité pour moi de l'agriculture, elle se comporte pas là. Bon, ça, je passe rapidement, il y a des capacités en tout cas d'extension de couverture. Lorsqu'on tombe vraiment dans des cas où il y a des zones blanches ou dans des zones où il n'y a vraiment pas suffisamment de qualité de couverture pour aller chercher des usages qui sont à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol. La spécificité de l'agriculture, c'est tout d'abord que c'est un monde, on parle du vivant. Déjà, le vivant, c'est la science du vivant, c'est quelque chose de compliqué. Ensuite, c'est un monde qui fait face à un certain nombre d'enjeux majeurs. Premier enjeu majeur, le changement, le dérèglement climatique. Vous en avez entendu parler récemment avec notamment les vagues de froid qui ont touché les productions d'abricots, les productions de raisins. S'il n'y a pas que ça, il y a aussi la sécheresse, etc., qui pousse quand même le monde agricole à devoir s'adapter, notamment dans le domaine de la culture. C'est aussi un monde où il y a de moins en moins d'agriculteurs. Il faut savoir qu'en 40 ans, on a perdu à peu près les 3/4 de nos agriculteurs. Tout ça pour nourrir de plus en plus de monde. Donc, il faut avoir des leviers de productivité à aller chercher qui sont assez significatifs. C'est aussi des personnes, pour celles qui travaillent aujourd'hui toujours dans ce domaine-là, qui font face à un métier qui est très prenant en termes de temps de travail et en termes d'horaire, puisque souvent ils travaillent le samedi, le dimanche, et ils travaillent en dehors des horaires de bureau classiques, parfois à devoir se réveiller la nuit quand il y a une vache qui va véler, etc. C'est aussi un secteur qui fait face à une demande croissante, en tout cas, comment dire, à des intérêts croissants de la part des consommateurs pour certains modes de production qui sont plus vertueux, puisqu'aujourd'hui, on demande donc toujours plus de bien-être animal, toujours plus de production vertueuse point de vue de l'environnement en termes de rejet de pesticides ou en termes de production de CO2. Et enfin, c'est aussi un secteur sur lequel, d'un point de vue financier, c'est un petit peu compliqué, puisqu'il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui ne gagnent pas correctement leur vie, mais c'est aussi très inégal, puisqu'on a des situations aussi dans certains types de cultures ou certaines exploitations avec beaucoup de surface où il y a un peu plus de moyens financiers et de capacités d'investissement. Alors, pour parler de la France, on a d'autres contraintes spécifiques, notamment qui font que l'IoT a du mal à décoller un petit peu. C'est un secteur qui est très morcelé en France, avec, vous avez des chambres institutionnelles, les chambres d'agriculture, vous avez les coopératives, donc qui vont regrouper plusieurs exploitants, parfois des milliers, vous avez les exploitants eux-mêmes, vous avez les conseils, vous avez les instituts agricoles, j'en passe. C'est pas toujours évident de savoir qui doit mettre en place ou qui doit piloter en fait un projet IoT.
Et enfin, l'autre problème en France aussi, c'est un problème qui touche la taille des exploitations, puisqu'on a beaucoup d'exploitations qui sont dans les cultures, on va dire, entre 50 et 150, 200 hectares, alors que dans d'autres pays, l'Australie, le Brésil, les États-Unis, l'Ukraine, on peut avoir des exploitations qui font plusieurs milliers d'hectares ou plusieurs milliers de têtes quand on parle d'élevage bovin. Donc forcément, quand on fait des investissements pour mettre en place des sujets innovants, c'est plus facile quand on a une certaine masse critique. Mais bon, je vais dresser quand même un petit peu un panorama, notamment de projets qui peuvent exister en France, mais pas que. Donc je vais parler de trois choses. Un panorama de solutions qui sont un petit peu généralistes, qui vont concerner à la fois la culture et l'élevage, des solutions qui vont concerner un petit peu plus la culture et d'autres qui vont concerner un peu plus l'élevage. Donc, pour ce qui est un petit peu généraliste, dans tous les exploitations agricoles, il y a des équipements, il y a des bâtiments et il y a des besoins qui sont liés à ça. Et notamment dans la supervision des bâtiments, comme ce qu'on peut faire dans d'autres secteurs industriels, Basile le mentionnait tout à l'heure, on peut faire de la télérelève d'électricité, d'eau, de gaz pour être conscient de ses consommations, mais aussi pour détecter parfois des comportements inhabituels. Et je vais vous montrer juste après une capture d'écran qui parlera d'elle-même. Et aussi, autre sujet pour la supervision des bâtiments, c'est la sécurité, puisque malheureusement, c'est un monde qui fait face à pas mal de vols, en fait, notamment en France, puisque notamment les GPS en fait, sur les tracteurs, ce sont des GPS qu'on appelle RTK avec une précision centimétrique. Et un GPS, ça vaut à peu près 20 000 euros. Donc souvent, ils sont volés et revendus en Europe de l'Est. Donc il y a pas mal de vols ou alors de vols de gasoil. Donc ça, c'est des choses qui existent, qui sont déployées en France. Suivi d'équipements, là on parle d'équipements assez variés, mais bon, des tracteurs ou des équipements tractés. Il faut savoir que dans beaucoup d'exploitations agricoles, les exploitants ne possèdent pas leur propre matériel, ce sont des matériels qui sont partagés. Alors ça rejoint un petit peu un cas d'usage de François. Là, la problématique, c'est de pouvoir faire de la refacturation derrière et de faire donc du suivi de l'utilisation des équipements. Alors, typiquement, ce que vous voyez à gauche, c'est une société française qui s'appelle Chemtag, qui ont un capteur qu'on met sur une roue ou un élément rotatif et qui va mesurer l'activité de tel équipement en fonction de la rotation. Ensuite, il y a des sujets sur le suivi d'équipement, plutôt relatifs à la maintenance prédictive, puisque sur les cultures, il y a beaucoup de pompes. Donc, une pompe qui lâche, ça peut être pendant plusieurs heures l'équipement soit qui n'arrose pas, soit qui en fait arrose toujours la même section du champ. Et c'est pas très pratique pour faire pousser du maïs, par exemple. Ou alors, concernant la maintenance prédictive des conditions de stockage, avec parfois, en fait, on a besoin de ventiler. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des hangars où on stocke du blé. Parfois, il y a des dizaines, des centaines de tonnes qui sont stockées. Et en fait, on est obligé de ventiler avec des colonnes de ventilation ce stock de blé pour pas qu'il soit dégradé en fait, s'il y a trop d'humidité, trop de température, il y a des développements de maladies ou de nuisibles. Voilà, et donc le troisième point sur un petit peu cette approche généraliste, c'est la supervision du stockage, justement, avec des outils de suivi de température et d'hygrométrie. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un cas d'usage assez spécifique qui date d'il n'y a pas très longtemps. Sur une exploitation bovine, exploitation laitière, récemment, on avait équipé avec des compteurs d'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que un soir à 11 h, chez cet exploitant, il y a eu une rupture de canalisation. Alors, en l'occurrence, c'était à 11 h, donc il n'est pas intervenu avant le lendemain matin à 7 h. Mais en quelques heures, il y avait eu 15-17 mètres cubes qui ont été déversés dans l'exploitation. Ça, c'est des choses parfois qui peuvent se passer et on ne s'en rend pas compte avant plusieurs jours, plusieurs semaines, si ce n'est pas à proximité immédiate de l'exploitation. Il faut savoir que souvent, les exploitants, ils ont plusieurs parcelles qui peuvent être exploitées, éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres, donc ils ne sont pas toujours tous les jours sur l'ensemble des exploitations. Dans les cas d'élevage, on a différents types d'approches.
différents types de cas d'usage. Un des cas d'usage concerne les niveaux de silos, puisque si vous vous promenez à proximité d'exploitations agricoles, notamment d'exploitations agricoles qui élèvent de la volaille ou du porcin, vous allez voir des silos qui sont en fait des silos à grains qui servent à alimenter les bêtes. Et le problème qui se pose sur ces silos-là, c'est que ce n'est pas toujours évident de savoir quel est le niveau de remplissage de ces silos. Et souvent, il arrive assez fréquemment que l'exploitant agricole soit obligé d'appeler en urgence parce qu'il sait que le lendemain ou le surlendemain, il n'aura plus de granulés et ça peut être critique quand même pour son exploitation. Alors, si la coopérative, parce que c'est souvent la coopérative, qui lui apporte donc des grains à la capacité d'anticiper en connaissant le niveau de remplissage des silos, ça permet d'optimiser le passage pour remplir ces silos et d'économiser sur le carburant, mais aussi pour l'agriculteur qui souvent doit payer en fait des frais supplémentaires quand il y a un déplacement en urgence. Autre cas d'usage, le suivi des conditions d'élevage, puisque en fait, donc je disais tout à l'heure qu'il y a une pression accentuée sur le bien-être animal, et ça se traduit notamment par un meilleur suivi des conditions dans les élevages de volailles, porcins, bovins, avec le suivi stress hydrique. On sait que dans les exploitations laitières, si une vache est soumise à un stress hydrique trop chaud, trop humide, en fait, elle va produire moins de lait. Donc, c'est un manque à gagner pour l'éleveur, mais c'est aussi plus de stress pour la bête. Donc, déployer ce type de capteur, c'est un double intérêt. Et au-delà de ça, il existe aussi des capteurs qui permettent de mesurer le niveau de CO2, le niveau d'ammoniac aussi dans les exploitations agricoles, ce qui peut tuer même dans certaines exploitations les volailles. Donc là, typiquement, c'est un capteur d'une société bretonne qui s'appelle Copix, qui fait ça très bien. Enfin, il y a des capteurs un peu plus exotiques que l'on place directement sur les animaux. Il s'agit un petit peu de ce qu'on appelle les wearables. Vous savez, ces montres connectées, mais elles existent aussi, on peut les décliner pour les bêtes. C'est d'ailleurs un des cas d'usage les plus développés en France, tout ce qui est équipement de bovins. Donc, on peut les équiper avec des colliers connectés. Donc, ce que vous voyez là, ça permet plusieurs choses. Le suivi de la position GPS, mais aussi le suivi comportemental, parce que souvent, dans ces colliers-là, il y a des accéléromètres qui permettent de savoir si la vache est agitée ou pas assez agitée, et justement peut-être malade, ou si elle est en chaleur, et dans ce cas-là, on peut déclencher une insémination, plutôt que d'essayer un petit peu au petit bonheur la chance. Autre cas d'usage un petit peu marrant, la photo de droite qui représente un coq, c'est une société chinoise en fait, qui a développé des podomètres pour les poulets, pour en fait certifier que tel poulet avait parcouru 1 million de pas. Et en fait, ça permet de vendre le poulet 3 fois plus cher. Donc voilà, c'est quand même des cas d'usage sur lesquels il y a des potentiels retours sur investissement intéressants. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure de vélage. Il y a des capteurs de vélage, donc on place sur la queue de l'animal, et plutôt que de rester à côté de l'animal en attente du vélage, l'agriculteur va recevoir une alerte SMS ou sur une application. Alors j'avance un petit peu. Les cas d'usage liés à la culture, c'est peut-être un petit peu moins extraordinaire. Le deuxième gros cas d'usage développé en France, c'est la station météo connectée, puisque voilà, on a besoin en fait de connaître la météo dans une parcelle. Ça permet de savoir si on peut intervenir. Vous savez que dans les cultures en France, on ne peut pas faire de pulvérisation si le vent dépasse une certaine valeur. Donc ça, plutôt que de se déplacer parfois à 20 km, 30 km de chez soi et de se rendre compte sur place qu'on ne peut pas pulvériser, voilà, là, on peut consulter la météo sur son téléphone. Et également, ça permet de nourrir derrière des algorithmes prédictifs de développement de maladies et donc d'adapter en fait les pesticides qu'on va mettre sur ces parcelles. Et donc de réaliser des économies tout en étant un petit peu plus développement durable.
Je passe rapidement sur le sonde d'humidité, sonde de température. Hein, c'est des choses qui sont assez explicites. On peut adapter donc l'irrigation du sol en fonction du taux réel d'humidité. Et on peut aussi déclencher les contre-mesures, notamment dans les vignes, puisque là, ça s'applique vraiment surtout aux cultures qui ont une certaine valeur pécuniaire. Les contre-mesures, si on est dans un certain intervalle. Hein. S'il fait trop froid, ça ne sert à rien de déclencher des contre-mesures. Malheureusement, c'est ce qu'on a vu récemment dans certaines régions viticoles. Mais si on est dans un certain intervalle, on peut allumer des bougies, on peut faire décoller parfois un hélicoptère. Alors, on peut se poser des questions sur le développement durable lié à tout ça, mais en tout cas, ça existe. On a sorti un livre blanc, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous tapez « Cet usage des objets connectés pour l'agriculture », je pense que vous tomberez dessus. Voilà, et puis on travaille aussi pas mal avec les collectivités locales qui sont dans les zones rurales, aussi des acteurs qui ont beaucoup de besoins sur l'IoT et c'est très, très intéressant, très important de leur apporter des solutions. Et pour finir un peu rapidement donc, sur qui est Arteria, on a une filiale de RTE, le réseau de transport d'électricité, qui gère les lignes à très haute tension. Et on est spécialisé dans les télécoms avec voilà, de la revente de fibre optique qui est sur le réseau de très haute tension et qui peut servir à des collectes pour les opérateurs télécoms. On peut aussi accueillir des points hauts, des équipements de téléphonie mobile 3G, 4G, 5G sur les lignes très haute tension, sur les pylônes, soit sur les pylônes très haute tension, soit sur des pylônes télécoms dédiés. Et enfin, on a l'activité Internet des objets dont je viens de vous parler, dans laquelle on intervient en opérateur fournissant de la connectivité ou en ensemblier, en allant chercher des capteurs et en fournissant un service clé en main. Donc, voilà un petit peu tout ça. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Je vais rendre la parole à Michel ou à Didier. Je vais peut-être poser une première question pour lancer la table ronde. En tout cas, on est parfaitement dans les temps. Là, il est 7h32, c'est parfait. Donc, en fait, il y a beaucoup de questions. Enfin, les questions, une bonne partie a déjà été répondue en ligne, puisque certaines concernaient très spécifiquement, par exemple, la société Groslo. Donc, voilà, mais Karen a pu y répondre. Bon, j'essaie de trouver les questions un petit peu générales. Donc là, il y en a deux qui sont ouvertes, puis d'autres viendront certainement en discutant. Il y a une question qui est intéressante, c'est sur la normalisation des données. Enfin, je pense en particulier, effectivement, à la présentation de Hibou, qui, en fait, a affaire à des données qui sont collectées par toutes sortes d'équipements, des équipements télématiques, des équipements de chantier différents. De la même manière, je pense qu'au niveau d'Arteria, on voit qu'il y a différents capteurs de toutes sortes qui sont intégrés pour offrir des services. Donc, on connaît la normalisation au niveau de la partie radio, de la connexion, le partie télécom. Est-ce qu'il existe une normalisation aussi des données qui permet de développer des applications un peu plus facilement que si on doit à chaque fois s'adapter à un format très spécifique? Donc, probablement François peut commenter et puis peut-être Guillaume après. Pas de problème, Didier. Alors, effectivement, vous avez raison, la normalisation est le problème majeur de cet univers. Il s'avère qu'il y a des gens qui essayent de standardiser un peu toutes ces données qui sont émises, et notamment dans l'univers des engins, une institution qui s'appelle l'AEMP. Alors, l'AEMP, sa vocation, c'est de structurer les données émises par les engins, en l'occurrence, quelques points de données qui sont standardisés avec des données cumulées, des données daily. Donc, on parle de quoi? On parle évidemment des points GPS, mais aussi des horamètres, la consommation, le ralenti, etc. Il s'avère que l'AEMP a eu différentes évolutions. Donc, certains équipementiers se sont conformés à la version 1.0 de l'AEMP. Après, il y a la version 1.2. Aujourd'hui, on a la 2.0. Donc, pour un seul et même équipementier, on peut avoir jusqu'à 3 versions de l'AEMP à gérer qui ont été maintenues. Et en parallèle de ça, chaque constructeur a dit, écoutez, c'est très bien l'AEMP, effectivement, ça répond à un besoin de normalisation du marché. Pour autant, nous, dans nos machines, on a beaucoup plus de capteurs, beaucoup plus de points de données disponibles, les payloads, tout un tas de données. Donc, on va faire notre API spécifique. Et donc, dans notre métier, on se retrouve avec 3 versions de l'AEMP différentes à gérer, une API spécifique, des jeux de données qui sont différents, une vélocité d'acquisition qui est différente, des unités qui sont différentes. Et le challenge, au final, c'est de effectivement normaliser toutes ces données sur un seul et même actif. Et ça, en temps réel, sur une flotte de milliers d'engins.
Donc, l'enjeu de data science qui est derrière est extrêmement lourd et aujourd'hui, on parvient à le faire, mais au prix de 2 ans d'efforts, de nombreuses règles de gestion, et on a aussi aidé beaucoup les constructeurs qui n'envoient pas la donnée qui est pure. On a parfois quelques équipementiers qui nous envoient des données journalières de 28 heures d'activité sur une période de 24 heures. Donc, en plus de notre travail de validation, on aide les constructeurs à cleaner un petit peu les données qu'ils mettent à disposition. Donc voilà, donc la normalisation, évidemment, est le point difficile pour traiter toute cette masse d'informations. Guillaume, peut-être tu peux compléter, je ne sais pas, sur ce sujet. Oui, pour compléter, la standardisation, c'est un sujet et souvent le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de standard, c'est qu'il y en a trop. Donc, en ce qui concerne l'agriculture, c'est pas un gros sujet, en tout cas dans la même veine de ce que peut vivre François, qui au final a plutôt une approche où il doit standardiser des données venant de plusieurs types de capteurs différents pour les recentrer dans une même plateforme. On va dire que il y a des projets intéressants dans l'agriculture, notamment autour d'un organisme français, une entreprise française qui s'appelle API Agro et qui a en fait vocation à devenir un acteur d'intermédiation entre les différents fournisseurs de solutions et les différentes entités qui peuvent exister dans l'agriculture. Donc ça, c'est un premier point et qui font un travail très intéressant. Deuxième chose, c'est que, grosso modo, il y a des modèles de données qui existent aujourd'hui. La fondation Eclipse, elle a des modèles de données qui s'appellent Vorto. Il y a un projet européen qui s'adresse un petit peu plus aux smart cities et collectivités. En tout cas, nous, on voit plus sur les collectivités qui s'appellent Feeware ou aussi des projets Oasis qui fournissent des modèles de données. Mais aujourd'hui, pour être totalement transparent, il n'y a pas un modèle qui s'impose, que ce soit dans la Smart City ou dans l'agriculture. Il n'y a pas vraiment de besoin immédiat, brûlant sur le sujet. Ok. Est-ce que, je ne sais pas, Karen ou Basile, quelque chose à dire sur ce thème-là avant qu'on passe à un autre thème? Je rejoins un peu mes camarades. C'est vrai que l'uniformisation des données, aujourd'hui, ça n'existe pas trop. Donc, malheureusement, on fait avec. C'est-à-dire qu'il faut qu'on adapte effectivement le soft pour récupérer tous les formats de données qu'on peut récupérer suivant les capteurs. Ok. Ouais, peut-être Michel peut... Oui, je voulais restituer une question qu'on a eue de l'assistance qui concerne, c'était une remarque après l'exposé de Basile, concernant le fait qu'il y a tout un tas, la majorité des applications de l'IoT, ça concerne la 5G, en fait ont un débit très faible. Et comme vous le savez, dans la 5G, il y a 3 choses importantes. Il y a le débit, les fréquences, etc. Le deuxième, c'est ce qui a été aussi mentionné, c'est la latence qui ouvre la porte à d'autres applications. Et il y a un troisième élément qui est la capacité de gérer simultanément des millions d'objets, et on tombe tout à fait dans l'Internet des objets. Alors, je voulais juste signaler cette question, et peut-être Basile, tu peux, et vous autres, tu peux apporter quelque chose par rapport à ça. Oui, alors je pense que j'avais répondu par écrit à cette question, mais je suis d'accord, il y a beaucoup d'avantages sur la 5G, alors faible latence, etc., comme tu disais, Michel. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de déploiements industriels, au final, utilisent encore la 2G. Alors, je ne parle pas juste de la France, mais aussi dans le monde en général, parce que voilà, il y a une grande couverture au niveau territorial de la 2G, encore par rapport à la 5G. Donc, pour l'instant, c'est suffisant pour la plupart des cas d'usage, surtout que la limitation des déploiements de l'IoT industriel est souvent liée à des problèmes un peu différents, donc économiques. Donc, je parlais de ça dans ma présentation sur le retour sur investissement ou opérationnel. Et du coup, les avantages encore apportés par la 5G restent assez théoriques pour l'instant. Donc, oui, on a certains cas d'usage pour la voiture connectée, etc., qui vont sûrement utiliser la 5G, mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. Et surtout, ça ne représente pas la grande majorité des cas de l'IoT.
aujourd'hui. Il y a déjà une première discussion, c'est passé de la 2G à la 4G. Donc, Narrowband IoT et LTE-M, c'est au départ de la 4G. Et ils vont survivre dans la 5G. Mais tout ça, c'est du bas débit, effectivement. Le vrai haut débit et les délais très courts, ça, c'est même pas encore très bien défini. C'est une évolution de la 5G qui n'est pas encore très bien définie. Pour compléter un petit peu ce panorama, déjà, effectivement, le NB-IoT et le LTE-M, ce sont des technologies qui existent aujourd'hui et qui seront effectivement intégrées dans la 5G. On voit en France que, malgré des annonces d'un acteur national depuis 2-3 ans, il n'y a pas de déploiement NB-IoT en France, et il n'y a pas de projet. Hein. Tout ça parce qu'en fait, on a des réseaux LoRa et Sigfox qui sont très très bien déployés par rapport à d'autres régions du globe. Le LTE-M, par contre, c'est très complémentaire de ces technologies-là et c'est vraiment intégré dans beaucoup de projets aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la 5G, c'est du déploiement de solutions type NB-IoT, LTE-M, ça coûte de l'argent. On voit déjà beaucoup de territoires, en tout cas nous dans les zones moins denses, où il n'y a toujours pas de 4G. Donc quand on nous dit j'attends la 5G pour mettre en place ce projet, je leur réponds non, vous ne devriez pas, parce que vraisemblablement dans les zones rurales, la 5G, ce ne sera pas pour demain, ou en tout cas pas n'importe quel type de 5G. Et ce ne sera pas non plus à n'importe quel coût. Aujourd'hui, une antenne macro LoRa. Une antenne macro LoRa, ça coûte combien en matériel direct? On va dire l'ordre de grandeur, c'est 1 500 €. Donc après, il faut effectivement rajouter de la main-d'œuvre pour aller déployer le site. Mais arriver à concurrencer un site LoRa ou Sigfox ou notre techno bas débit qui serait dans la même veine avec un site 5G, ça va être très compliqué. Donc je pense que ces technos-là ont quand même pas mal de temps et de pérennité pour l'avenir. Oui, si je peux me permettre, Guillaume, on aura l'occasion au prochain webinaire de discuter des technologies réseau et on pourra parler notamment en gros, de la dualité, de la complémentarité entre les technologies de type cellulaire qui facilitent la vie des opérateurs et les technologies de petite LoRa ou celles utilisées par Sigfox qui sont plus des technologies alternatives, etc. Donc, on aura l'occasion d'en parler, mais je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a un marché suffisamment important pour que ces technologies trouvent chacune leur place. Est-ce que vous voulez commenter davantage sur la 5G et l'IoT d'une façon plus générale, indépendamment du point concernant le nombre d'objets connectés? Karen? Non, mais pour rejoindre un peu ce qui a déjà été dit, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'usage finalement où les avantages de la 5G ne sont pas forcément nécessaires par rapport aux besoins réels. Donc effectivement, les réseaux existants aujourd'hui conviennent parfaitement pas pour tout, mais pour une grande majorité. Et effectivement, les coûts associés du coup vont pas être pour tout de suite en fait pour l'adaptation. Maintenant, après, oui, le marché va évoluer et il faudra qu'on fasse évoluer également les technologies, hein, mais c'est vrai que le réseau aujourd'hui, comme expliquait Guillaume, hein, LoRa Sigfox est quand même bien couvert en France et ont les performances finalement suffisantes pour la majorité des cas sur les applications. Ouais. Très bien. Alors, on a eu d'autres questions. Tu veux intervenir, Didier? Oui, enfin, il y a des questions qui sont sur les attaques cyber, en fait, qui a été répondu en partie par Karen, mais peut-être ça concerne un peu tout le monde. Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes de sécurité dus à la fragilité des capteurs qui pourraient faire l'objet d'attaques? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas très pertinent aujourd'hui dans votre domaine? On n'a pas été confronté directement au problème. Hein. Par contre, oui, c'est des interrogations qu'on a de nos clients, en fait. Hein, savoir, on a deux types de clients. On a nos clients qui eux, le cloud, ça leur va bien. Finalement, les données ne sont pas suffisamment, on va dire, importantes et à la rigueur, même si on se les fait piquer, bon, c'est pas bien méchant. Si on sait combien il fait de degrés dans mon armoire, voilà, si ça intéresse quelqu'un, tant mieux, à part ceux qui sont concernés, voilà. Et puis on a des clients, non, la donnée, c'est chez nous, et ça reste chez nous. Donc on a des solutions également
qu'on développe sur leur serveur à eux et qui ne sont pas sur le cloud pour des problèmes de sécurité de données. Et on garantit également, c'est pareil, tout ce qui est chiffrement de données pour éviter les attaques pour récupérer les données, quoi. Ok, sur le même thème, je ne sais pas si Guillaume ou François. Oui, c'est malheureusement, heureusement et malheureusement une question qu'on nous pose souvent, notamment les collectivités locales, parce que c'est vraiment un sujet qui les passionne. Il faut savoir que de toute façon, les technologies, que ce soit qu'on parle de cellulaire ou de LoRa, de Sigfox, un peu plus LoRa que Sigfox, mais ce sont des technologies qui sont déjà qui ont des niveaux assez satisfaisants en fait, de sécurité, avec, dans le cas du LoRa, un triptyque de données qui vous permet d'authentifier l'objet, d'assurer l'intégrité du message et puis de chiffrer le message. C'est aussi sur ces réseaux bas débit des objets qui ne sont pas exposés sur Internet. Ils n'ont pas d'adresse IP, donc on ne peut pas y accéder, etc. En fait, dans les médias, on entend beaucoup parler de cybersécurité. Ça concerne souvent des caméras IP, des objets connectés en IP, en fait, et dont il n'y a pas eu un niveau de sécurisation, et notamment au niveau de changement des mots de passe. C'est souvent ça. 90% des problèmes de sécurité, c'est des mauvais changements de mots de passe. Donc, c'est des cas des problèmes de sécurité qu'on n'a vraiment pas souvent. Et enfin, comme le disait Karen, c'est pour beaucoup de cas d'usage des données qui n'intéressent pas grand monde. Hein. Le taux d'humidité du champ de l'agriculteur, il n'y a pas un grand enjeu à les intercepter, en tout cas, ces données. Un commentaire de François? Ouais, pour notre part, c'est assez différent parce que d'un côté, on ne gère pas le protocole de transmission. Nous, on vient récupérer des données qui existent déjà sur des serveurs. Pour autant, les données qu'on récupère sont relativement sensibles puisqu'on parle de positions d'engins qui peuvent coûter plusieurs millions d'euros. Quand on voit que le parc matériel d'un des plus gros acteurs en France de la construction est plus cher que celui d'Air France, ça peut aider à certains de vouloir avoir accès à ces données. Et pour se prémunir des attaques, on passe par des solutions très standards, très sécurisées, telles que le cloud AWS, pour ne pas le nommer, pour sécuriser nos données. Et aujourd'hui, les clients avec lesquels on travaille n'ont pas remis en cause les choix techniques qu'on a fait. Mais effectivement, c'est un sujet majeur s'il s'avère que nos serveurs, en tout cas ceux d'AWS, seraient tentés d'être piratés. Ok, Michel, tu veux une autre question? T'es mute, Michel. Tu es mute. T'entends pas? Oui, on m'entend, oui. Vous m'entendez. Oui, il y a aussi d'autres questions qui sont peut-être plutôt pour Guillaume concernant la densité. C'est-à-dire, il est souvent fait allusion à la densité de communication qui est un problème parce que tout simplement, les bandes de fréquence sont des moyens partagés. Donc, que ce soit la 2G, 3G, 4G ou 5G, il n'y a qu'une bande passante et si on la partage avec davantage de terminaux, évidemment, chaque terminal a moins de bandes passantes. Et donc, il y a une question ou une réflexion plutôt relative à la densité de communication qui caractérise le milieu de l'agriculture. Est-ce que, Guillaume, tu pourrais un peu élaborer là-dessus? Parce qu'en fait, on n'est pas dans des conditions télécom qui sont les mêmes. Alors, il y a deux choses, si je comprends bien. Voilà. Il y a une densité de capteurs, une histoire de densité de capteurs. Ça, c'est un des gros sujets. Et c'est plus un problème économique que technique. Malheureusement, quand vous faites une extension de couverture, le coût, il est fixe. Et si c'est derrière pour mettre 3 capteurs, effectivement, l'équation coût-bénéfice n'est pas toujours avantageuse. Ce qui fait notamment que souvent, ces projets d'agriculture connectée, ils ne sont pas portés par une exploitation agricole ou éventuellement par les grosses exploitations agricoles, mais plutôt par des coopératives qui peuvent avoir, on va dire, une stratégie de maillage territorial, puisqu'une grosse coopérative, ça va être des milliers d'exploitations et donc, voilà, ou des centaines d'exploitations, et donc ça va être une vallée, par exemple, ou ça va être un département ou un petit peu plus. Dans ce cas-là, on peut mailler le territoire avec une quarantaine de gateways et puis adresser des milliers de coopératives. Donc ça, c'est la question de la couverture et de la densité de capteurs. L'autre question, si je ne suis pas sûr de bien comprendre, sur la bande passante,
on est sur des usages où typiquement un capteur va émettre une fois toutes les heures. C'est pas un gros sujet, hein, parce que sur une gateway, un capteur qui émet toutes les heures, on peut en passer, je sais pas, un millier ou des dizaines de milliers, plusieurs milliers, peut-être pas des dizaines de milliers, mais entre 1000 et 5000, bon, ça passe, ça devrait passer, c'est pas un gros sujet. En fait, les gateways, la plupart des gateways, elles sont même, il y a le backhaul derrière, il est en 3G, 4G. Hein. Sur une antenne LoRa, on est sur des débits qui sont tellement faibles qu'il n'y a pas de nécessité de connecter une gateway en fibre, typiquement. En complément, si je peux me permettre, on voit bien sur le marché une séparation entre des applications qui sont faible débit, un message de temps en temps, et on en a illustré un certain nombre, et d'autres applications industrielles qui, elles, vont nécessiter davantage d'informations avec une récurrence plus grande, etc. On peut rapprocher cette séparation, cette différenciation de marché avec les différenciations technologiques qu'on a entre les réseaux cellulaires LTE-M, comme on l'a signalé avant, et les réseaux de type LoRa ou Sigfox. Là, maintenant, j'ai une question que je voudrais vous adresser. Les réseaux dont vous avez parlé dans vos différents cas d'usage, sont-ce des réseaux privés ou des réseaux publics, si vous voyez ce que je veux dire? Je pars du principe que Sigfox, c'est un réseau public, c'est un opérateur, il a sa propre technologie. LoRa, c'est une technologie utilisée par un certain nombre d'opérateurs. Et ce que je voudrais simplement poser comme question générale, c'est comment, vous qui êtes des acteurs des applications de l'Internet des objets, comment est-ce que vous voyez, en gros, l'organisation des opérateurs? Est-ce que vous voyez des opérateurs virtuels arriver sur le marché? Et comment ça se passe, par exemple, dans l'agriculture, etc. Qui veut commencer par répondre? Guillaume? Si vous voulez, hein, on a un cas un peu particulier, nous, puisque, en fait, typiquement, le cœur de réseau LoRa d'Arteria, c'est celui de Bouygues Telecom, d'Obgenius. On a fait ce choix pour plusieurs raisons. On ne voulait pas redéployer un énième réseau en parallèle à l'échelle nationale, ça n'avait pas de raison économique. Donc, notre choix, c'était plutôt de déployer dans les zones blanches en complément d'un réseau existant. Essayer de valoriser une infrastructure existante en essayant d'étendre une couverture. Donc ça, c'est une première chose. On pouvait éventuellement choisir d'étendre, de travailler uniquement sur du réseau privé, puisqu'il y a quand même beaucoup de cas d'usage qui sont liés à un site géographique. Hein. Des cas d'usage IoT en mouvement, il y en a peu. Il y en a quelques-uns sur la logistique, mais il y en a quand même relativement peu. On a fait le choix quand même de s'adosser à un opérateur national parce que, notamment pour les collectivités, même pour le monde de l'agriculture, quand vous déployez une antenne avec un LoRa privé, vraiment privé, cette antenne elle va être valorisée uniquement pour un seul cas d'usage, ou quelques cas d'usage en tout cas liés au même acteur. Et on trouve ça dommage que des gateways, notamment qui sont financés par les collectivités, puissent servir qu'aux collectivités au final, alors que les autres acteurs industriels qui pourraient être à proximité du village, je ne sais pas quel village au fin fond de la Lozère, en fait, pourraient bénéficier de cette extension de couverture qui est financée avec de l'argent public. Alors aujourd'hui, c'est une solution d'un peu MVNO, puisqu'on est en piggybacking derrière Bouygues Telecom, en déployant des antennes qui sont propriété d'Arteria, mais on est aussi parfois content de pouvoir utiliser le réseau de Bouygues Telecom quand il est suffisant. Oui, c'est une solution MVNO sectorielle. Un petit peu ça, MVNO plus, on va dire. Ouais. François? Je rejoins ce que dit Guillaume. Hein. Il s'avère que, encore une fois, dans notre univers, dans la construction, pour le coup, c'est du 100% ce qu'on appelle remote. Donc, en fait, il n'y a pas de lieu, ou en tout cas de chantier qui dure plusieurs années, à quelques exceptions près. Donc, nous, on a besoin de réseaux publics qui sont disponibles partout sur le territoire. Et c'est effectivement ce qu'on avait séduit chez Sigfox, c'est que dès lors que quelqu'un installe une base station dans son champ ou dans son immeuble, tout le réseau en bénéficie, à différence de LoRa. Donc moi, dans mon univers de la construction, le plus les réseaux sont publics, le mieux on se porte, puisque la couverture sera d'autant plus grande. Et je pense à un cas d'usage, c'est potentiellement l'univers du nucléaire. On s'est confronté à cette problématique où, pour des besoins de sécurité des données, ils préféraient déployer des réseaux privés pour le suivi des déchets de fûts d'uranium.
mais c'est vraiment des use cases très spécifiques et à la marge. Karen? Donc nous, si je prends notre cas, on est essentiellement également sur des réseaux publics. Donc Laura Sigfox, mais on a eu des demandes de clients pour mettre des équipements sur du LoRa privé. Donc du LoRa opéré. Voilà, après le produit en lui-même, c'est le même. Après, c'est juste du paramétrage à modifier, mais c'est à la marge aussi sur les demandes. Plus, on va dire, finalement, les collectivités, les grosses collectivités, qui sont demandeurs d'avoir leur réseau propre. Je voudrais, il y a une question finalement qui est un peu générale et qui est peut-être un peu une espèce de confusion aussi. Elle a été répondue en partie par Karen, mais la question c'est la suivante. On a vu beaucoup de cas d'usage, c'est assez pertinent, convaincant. Néanmoins, le marché ne se développe pas très rapidement. Finalement, le marché de l'IoT, on entend souvent dire que c'est décevant. Il ne se développe pas à la vitesse qui était prévue. Donc, j'aimerais bien que vous commentiez là-dessus. Peut-être Basile pourrait faire une première réponse sur ce sujet, puisqu'il a une vision un peu globale du marché. Et peut-être vous avez un commentaire. Karen a répondu, je sais un petit peu déjà, mais qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Pourquoi finalement l'IoT ne décolle pas alors qu'on l'a annoncé depuis pas mal d'années comme quelque chose qui allait décoller très fort? Oui, alors j'ai répondu un peu dans ma présentation, mais je serais aussi curieux d'entendre l'avis des autres là-dessus. Mais ce que je peux dire pour ma partie, c'est que les raisons principales sont, bon, c'est vrai, pour des raisons de fragmentation, on en avait parlé avant, il y a beaucoup de différents acteurs. Guillaume en parlait aussi tout à l'heure, je pense au niveau agriculture, enfin, il y a beaucoup de différents acheteurs pour le projet. Alors, on n'est pas sûr qui va acheter, qui va implémenter. Il y a beaucoup de prestataires différents. Il y a une complexité technique aussi. Je pense que c'est important de rappeler beaucoup d'industriels et de sociétés qui sont clients donc des applications IoT n'ont pas l'expertise pour développer ces systèmes qui sont assez complexes souvent, avec de la hardware et de la connectivité, une intégration software aussi. Et ils ne savent souvent pas à qui s'adresser pour adresser ces problèmes. Donc, il y a vraiment une fragmentation forte aussi au niveau des fournisseurs de solutions, ce qui rend l'implémentation aussi plus difficile. Voilà, puis voilà, je serais curieux aussi d'entendre ce qu'en pensent les autres. Karen, qu'est-ce que… Oui, donc nous, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est surtout l'appropriation en fait, de la solution. Parce que si je prends un exemple, c'est ce que j'ai mis dans la réponse, mais si je prends un exemple concret, nous, en fait, les collectivités, sur les armoires, par exemple, d'éclairage public, ils avaient l'habitude d'envoyer un technicien faire la tournée des armoires régulièrement, je veux dire tous les mois ou tous les 3 mois. Voilà. Et aujourd'hui, l'armoire, elle donne son état toute seule. Donc, ce technicien, qu'est-ce que j'en fais? Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je change mon organisation. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à faire bouger. Ça bouge, mais ça bouge doucement. Et puis, également, l'autre donnée, c'est, oui, OK, je récupère des données des armoires, mais derrière, qui va les traiter? Et aujourd'hui, je n'ai pas la structure qui est en capacité de le faire. Donc, il faut que je change mes métiers, il faut que je change de personne, il faut que je change les fonctions, donc mon organisation. Et ça, ça se fait pas en un an. Il y a un commentaire éventuel de François ou Guillaume sur le marché et la croissance de ce marché de l'IoT et des applications en général? Non? Vas-y, Guillaume, vas-y. Pardon. Je rejoins ce que disait Karen. Le gros enjeu, il n'est pas technologique. Les solutions techniques, aujourd'hui, elles existent. Le gros enjeu, c'est un enjeu de transformation. Et parfois, ça fait peur. Quand on dit, par exemple, qu'on peut équiper dans une collectivité tous les compteurs et toutes les chaufferies, etc., typiquement, le directeur des services techniques, derrière, il se demande, ou plutôt les agents techniques, derrière, ils se demandent mais qu'est-ce que je fais de ma journée, moi, derrière voilà, est-ce qu'il y a un risque pour mon métier? Ou alors, comment je vais travailler derrière? Donc, il y a un gros enjeu vraiment de transformation numérique, de pédagogie. C'est pas des métiers, et puis c'est pas des sujets qui sont sur des cours
délais courts. Hein. On avait plutôt tendance à penser que le marché allait exploser de façon exponentielle. On voit qu'il y a des projets qui se lancent aujourd'hui. Ça fait 3 ans que ça mûrit. Hein. C'est vraiment des délais de temps qui sont considérablement longs. Et enfin, voilà, il y a eu aussi beaucoup de com', je pense, au début en disant l'IoT, c'est pas cher, l'IoT, c'est pas cher. Regardez ces belles nouvelles technologies, LoRa, Sigfox, c'est pas cher. Effectivement, la connectivité, c'est pas très, très cher. Dans les projets, ça pèse 5% du coût d'un projet. Mais le projet de transformation, il coûte cher. Il coûte cher, mais en même temps, il y a un vrai ROI. Et voilà, il faut passer derrière pour faire quand même un peu de com, un peu de pédagogie pour expliquer que c'est un petit peu plus complexe que ça. D'accord, très bien. Ouais. Un autre commentaire? Si tu veux rajouter. Non, merci Guillaume. Je pense que c'est une très bonne réponse. Effectivement, la compréhension et l'effort de pédagogie, et nous, quand on voit le temps qu'on passe à essayer de faire comprendre à nos clients ce dont la techno est capable, ce qu'elle fait vraiment, et en fait, par rapport à leurs besoins, c'est déjà largement suffisant. Ça nous prend un temps incroyable. L'IoT, on a un certain nombre de clients qui pensent que un objet, ça coûte 8 € et la connectivité 10 centimes par mois. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Si on rajoute à ça l'hétérogénéité des réseaux, le nombre d'offres qui sont disponibles, on a des clients qui sont complètement perdus. Et en plus de ça, il y a effectivement, je te rejoins Guillaume, un effet marketing aussi d'annonce où on annonce toujours dans 2 ans le réseau révolutionnaire. Il y a 5-6 ans, c'était Sigfox et LoRa. Entre-temps, il y a NB-IoT. Maintenant, il y a la 5G. Et au final, il n'y a pas d'explosion telle qu'on l'attendait parce qu'il y a un peu un effet d'attente. Il y a un effet aussi, un problème que nous, on a rencontré souvent au début de l'aventure Eboo d'industrialisation. Aujourd'hui, les autonomies ne sont pas si mirobolantes que ce qu'on avait prévu. La miniaturisation est difficile. On voit de plus en plus que, en tout cas, encore une fois, dans mon univers, c'était les très gros engins qui étaient équipés. Maintenant, c'est les petits engins. Mais aujourd'hui, par exemple, un équipementier comme Ilti, qui fait l'électroportatif, ne fait pas de sortie d'usine la perceuse connectée telle que tout le monde pense qu'elle est déjà présente sur le marché en masse. Ce n'est pas le cas et ça va arriver, mais ce n'est pas produit aujourd'hui. Donc voilà, tout ça fait que je pense qu'il y a encore un bel avenir à l'IoT, mais il n'est pas déployé tel qu'on l'avait prévu il y a 5 ans. Je vais passer la parole à Michel qui peut-être poser une dernière question. Peut-être aussi introduire ce que le prochain webinaire, où on reviendra plus sur les aspects réseau. Tu es mute, Michel. On ne t'entend pas. Voilà. Ça y est, ça finit par marcher. Je voulais juste vous répercuter une question d'un spectateur anonyme qui est quelles sont vos positions stratégiques sur la souveraineté des données hébergées dans le cloud et les alternatives possibles? Quelle sécurité chez AWS? Non-souveraineté, point d'interrogation. Donc, on fait un rapide commentaire, s'il vous plaît, sur ce sujet et après, on va terminer. Alors, qui commence? Karen, qu'en penses-tu? Tu as un peu répondu tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est ça. Je disais, aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on a 2 types de clients. On a des clients vraiment, surtout les collectivités, en fait, qui sont très frileux avec le cloud, clairement, et qui veulent des solutions plus, entre guillemets, on-premise sur leur serveur, pour pouvoir gérer et maîtriser la donnée. Ne pas dépendre d'un tiers, que ce soit AWS. On va parler français, on va parler OVH, même s'ils ont eu des petits soucis dernièrement, mais voilà, enfin, il y en a d'autres. Hein, mais... Donc, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de données sur le cloud, mais ce n'est pas forcément une finalité. Ça, c'est vraiment, c'est aussi une facilité d'accès, mais on peut aussi également avoir hébergé les solutions en local. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après, c'est au choix. On n'est vraiment pas dépendant d'AWS, des grands de ce domaine-là. Voilà, il y a des solutions qu'on peut faire en local facilement et qu'on peut proposer aux clients. Donc, je ne pense pas que ce soit un souci. Commentaire de Basile. Ouais. Basile? Ouais, en tout cas, je dirais, pour ajouter ça, il y a quand même un avantage, si on dirait pour AWS ou Azure, par exemple, c'est que certains des clients auront déjà une infrastructure dans ces plateformes et que du coup, ils pourront tout simplement ajouter certains des outils très modulaires qui sont offerts par AWS, par exemple, pour le streaming de données ou le traitement de données avec des plateformes qui vont
qui vont être plug and play, beaucoup plus faciles à utiliser que s'ils ont besoin de s'ajouter à un autre système indépendant. Ouais, pour compléter un peu ce que dit Basile, c'est vraiment ça. Hein. Le sujet, pourquoi AWS marche bien, c'est qu'ils ont une offre canon. Enfin, si vous demandez à n'importe quel développeur, ils ont vraiment 2 ans d'avance sur les acteurs français du cloud. Scaleway, donc Iliad, etc. Ils commencent à aller un petit peu dans cette direction, mais ils ont vraiment beaucoup d'avance en termes de fonctionnalité AWS. Après, sur beaucoup de projets sur lesquels on peut traiter, je ne sais pas, quelques dizaines de milliers d'objets, on n'a pas besoin du cloud en termes de scalabilité, de passage à l'échelle, parce que vous prenez n'importe quel serveur chez OVH, vous pouvez faire tourner une plateforme qui va gérer plusieurs milliers d'objets. Maintenant, c'est vraiment le passage à l'échelle qui est compliqué. Et aujourd'hui, voilà, souvent, c'est du AWS, du Azure ou du Google, Google Cloud aussi, pour le gros passage à l'échelle. Par exemple, juste pour compléter, si on a un exemple d'une fabrique connectée, on peut imaginer qu'il peut y avoir, j'ai vu des cas de plusieurs terabits de données par jour qui sont montées sur le cloud. Alors là, on a besoin d'une intégration en général avec d'autres systèmes qui sont déjà existants. Donc là, on va utiliser le cloud que le client utilise déjà. Michel, tu veux conclure peut-être et juste rappeler les sujets qu'on va couvrir dans un mois? Oui, bah écoutez, d'abord, merci encore d'avoir participé et merci aux orateurs qui ont fait l'effort de préparer leur présentation et de répondre aux questions. Donc, si vous en êtes d'accord, on se retrouve dans un mois, le 3 juin exactement. Là, on va parler un peu plus de technologie de réseau. On a invité plusieurs sociétés qui sont actives là-dedans. Des sociétés qui font des composants de transmission de l'IoT. C'est bien entendu absolument primordial d'avoir des composants à un coût raisonnable. Et on a invité également un acteur du satellitaire dans l'Internet des objets. Donc encore une fois, merci à toutes et tous. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. On aura le plaisir de vous retrouver donc le 3 juin avec Didier pour poursuivre. Au revoir.